En guise d'introduction peut-être, et en 3 mots, puisque vous avez commencé à travailler ce matin, dire que par rapport à d'autres rendez-vous électoraux importants au cours des années précédentes, il y a déjà du progrès. L'école, on en parle. On ne parle pas de la santé, par exemple, mais on parle de l'école, mais on en parle d'une façon souvent un peu lapidaire, destinée à rentrer dans les 45 secondes d'une interjection à la radio et à la télé. Et on voit bien que ce n'est pas forcément propice à un approfondissement de sujets complexes. C'est vrai que ça interroge, tant sont graves et complexes les causes de la crise de l'école, la crise d'une société qui n'épargne pas l'école. On y reviendra peut-être par le biais des échanges. Je voudrais surtout respecter le sujet qui nous a été proposé, qui est la question de la territorialisation. Mais en même temps, les sujets ils sont liés. Et donc la question de savoir si les solutions que nous allons préconiser se trouvent plutôt de l'ordre de la mise en place des moyens par lesquels, par le contrôle, par la répression, par la rigidité, on va essayer à nouveau de faire rentrer tout ce qui déborde dans le cadre, ou si on va aussi se poser la question de savoir pourquoi ça déborde, qu'est-ce qui déborde et est-ce que le cadre est encore adapté aux besoins actuels de l'école. C'est aussi des sujets qu'en tant que politique, on ne souhaite pas évacuer. Je voudrais donc sans tarder rentrer dans le vif du sujet qui nous a été proposé, en disant évidemment que si on est d'accord sur le diagnostic, à savoir que l'école c'est le lieu par excellence de l'émancipation, on ne devrait pas avoir peur de tourner autour de notions comme l'autonomie, la responsabilité, la solidarité, mais on va convenir que l'autonomie sans l'égalité, c'est juste un subterfuge par lequel on pourrait habiller l'abandon de chacun à son propre sort et la mécanique implacable par laquelle continuera à se creuser les inégalités. Donc d'une certaine façon, dans cette phase où on constate des inégalités massives et où d'ailleurs on manque d'outils pour objectiver ces inégalités, moi je suis pas sectaire et j'ai lu avec attention le petit livre programme de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, puisque j'ai constaté qu'il proposait au titre de l'éducation la création d'observatoires des inégalités. Je pense que c'est une bonne idée, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a besoin de se mettre d'accord sur des diagnostics, ça permet aussi d'aller plus loin et d'avancer. Mais il me semble que dans cette période où on constate donc des inégalités massives, on doit se garder d'avancer trop vite vers une autonomie qui serait juste de l'abandon. Pour ce qui concerne les territoires, on connaît évidemment le diagnostic, mais sauf qu'on se limite souvent à une dénonciation assez radicale de phénomènes bien connus. C'est évident que les Hauts-de-Seine ont plus de moyens que la Seine-Saint-Denis, mais en même temps, les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'est surtout c'est la pauvreté des habitants et la pauvreté des communes et du Conseil général sont tout à fait manifestes, mais c'est la dynamique démographique aussi qui est à l'œuvre dans notre département qu'il nous faut examiner. La situation n'est évidemment pas la même dans les petites capitales régionales de 80 000, 100 000, 120 000 habitants dans lesquelles on a une stabilisation de la population depuis des années, et dans notre département où certaines villes sont pratiquement en situation d'ouvrir une école par an ou presque pour accueillir tous les enfants. Cela dit, je voudrais quand même pointer le fait que dans notre département tout particulièrement, on est dans une situation dramatique, pas liée d'ailleurs au fait que nos édiles auraient été extraordinairement dispendieux ou irresponsables, mais liée au fait qu'une bonne partie de notre population est en souffrance, est en difficulté sur le plan matériel, et je pense qu'il faut qu'on revienne et qu'on approfondisse, par exemple, cette décision dramatique qui a été amenée à prendre le Conseil général, qui, confronté au choix entre des collèges en PPP, en partenariat public-privé, ou pas de collège du tout, a été amené à faire un choix dans lequel chaque lot qu'il va attribuer à un consortium d'entreprises comporte non seulement l'investissement, la construction du collège, mais aussi le fonctionnement, ce qui ampute le département d'une bonne partie de sa marge de manœuvre pendant très longtemps, et ce qui va peser sur les finances publiques pendant très longtemps. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que c'est grave, et en même temps, confronté à la réalité triviale des finances départementales, j'avoue que je n'ai pas trouvé la solution miracle à laquelle nous pressait de réfléchir le président du Conseil général. Pour ce qui concerne la répartition des rôles, là encore, une vraie difficulté. On a bien compris que sous le débat du socle
se profilait l'idée que l'État pourrait être tenté d'apporter le minimum vital en termes de fourniture de postes aux établissements scolaires, mais que toute la périphérie, alors je ne sais pas si on a dit l'outil de l'émancipation c'est l'école, mais en même temps nous, élus locaux, on est amenés à travailler sur avant l'école et sur autour de l'école. Et je ne voudrais pas non plus, j'y reviendrai peut-être dans le cours du débat, avant l'école c'est évidemment tout ce qui concerne la toute petite enfance. Je suis absolument convaincue qu'une bonne partie des inégalités ça se joue là, et donc l'idée d'un service public de la petite enfance avec la création des 300 000, 400 000 places peut-être d'accueil de la petite enfance pour permettre dès les premiers mois de la vie d'éviter que se constituent des inégalités irrémédiables, c'est fondamental. Puis il y a le autour de l'école où les collectivités locales sont en première ligne avec tout ce qui concerne ce qu'on appelle, pour faire court et avec un terme assez atroce, le périscolaire, qui se passe d'ailleurs parfois dans l'école, mais c'est vrai que là aussi les collectivités sont largement mobilisées. Mais ce n'est pas à ça que je voulais faire allusion dans la répartition des rôles, c'était plutôt le fait que au fil du temps, en fonction des moyens dont nous disposons, nous sommes amenés à nous mobiliser autour de préoccupations mal traitées par l'Éducation nationale, la question du sport à l'école, la question de la culture et de l'art à l'école, la question des langues et des projets autour des langues, et puis aussi un secteur dont on ne parle jamais, mais qui me paraît extrêmement préoccupant, qui est la question de la santé scolaire, la santé et la présence, pas forcément de médecins à l'école, mais en tout cas d'une offre de santé, avec tout ce que ça comporte d'éducation sanitaire, de prévention. Moi, j'ai reçu encore cette année une lettre assez désagréable d'un principal de collège qui me dit dites donc, l'année dernière, vous nous fournissiez des intervenants en planification familiale, en éducation sur la contraception, sur le corps, etc. Puis je me suis un peu gratté la tête, puis je me suis demandé si c'était vraiment à la commune d'assurer ça, si c'était pas aussi à l'Éducation nationale, puisque ça fait partie des programmes d'assumer ses responsabilités en la matière. Mais on est évidemment toujours confronté à cette difficulté, puisque l'Éducation nationale ne le fait plus, est-ce qu'on va en priver les enfants? Et donc quels sont les moyens qu'on peut y consacrer? Est-ce qu'on se contente de se substituer, de pallier, dans une logique simplement d'amortissement des chocs liés au désengagement? Le désengagement de l'État, c'est devenu une sorte de marronnier, on en parle tout le temps, mais c'est une réalité concrète. Ça se voit sur des choses qui sont supprimées, qui s'érodent au fil du temps. Donc, pour ce qui concerne la santé, c'est vrai que c'est dramatique, mais on n'a pas la réponse. La réponse, c'est des postes de médecins scolaires rémunérés dignement, des postes d'infirmiers dans les établissements mieux considérés qu'ils ne le sont aujourd'hui, que ce soit l'élément d'une carrière avec de la mobilité, avec une valorisation permettant effectivement à certains de faire le choix de cet investissement, de cet engagement-là. Évidemment, pour terminer, je dirais ce que je pense on attend de candidats de gauche et d'élus de gauche. Moi, je pense que parmi toutes les salves de réformes qui ont été imposées à l'âge ces dernières années, il en est de plus dramatiques que d'autres sur lesquelles il faudra revenir. Je pense évidemment à la carte scolaire et à la sectorisation. Si on veut, comme il est juste, donner plus à ceux qui ont moins, encore faut-il effectivement traquer impitoyablement tous les moyens qui permettent à certains d'échapper à la règle commune. Moi, je crois beaucoup à l'école de la République et je pense que dans nos efforts pour dessiner la carte scolaire et pour sectoriser, on a pas mal de cartes en main pour réduire les inégalités. On sait bien, par exemple, que quand on est confronté à un collège de centre-ville bien fréquenté, avec beaucoup de demandes de dérogation de la part des familles, et puis un collège en but à l'évitement scolaire, la solution n'est peut-être pas uniquement de déplacer de façon autoritaire des familles ou des enfants, ça peut être aussi parfois de reconstruire un collège dans des lieux qui permettent de subvertir les réalités sociales et de les dépasser. Mais enfin, l'assouplissement de la carte scolaire, ça a été un drame. Je voudrais aussi évoquer les moyens supplémentaires dans les moyens de la formation des enseignants. Quand on dit donner plus à ceux qui ont moins, ce n'est pas uniquement donner plus de personnel sur le plan quantitatif, c'est aussi peut-être mettre en place par un soutien, un accompagnement personnalisé à des enseignants qui sont parfois démunis par le décrochage massif des enfants, faute de concentration, faute d'intérêt pour ce qu'ils décrivent comme des heures vides dépourvues de sens. On doit évidemment déployer des outils particuliers pour permettre aux enseignants
qui parfois sont les seuls à faire le programme, de retrouver le lien avec leur classe. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire à ce stade. Dire aussi que je me sens démunie dans des situations concrètes. Je pense par exemple au pourrissement de la situation au collège Le Nain-Tilmont, pour lequel je suis alertée par les parents, par les enseignants, sauf que les décisions, elles sont prises par une sorte de dialogue singulier entre un principal de collège et un inspecteur d'académie, et que le message nous a bien été passé, qu'il fallait circuler, qu'il n'y avait rien à voir, et que l'avenir des établissements est clair, n'avait que faire des approches brouillonnes, maladroites, et inquiète des élus locaux, des parents et de la périphérie de l'école. Voilà, donc c'était pour dire aussi que nous ne faisons pas les malins face à des situations de terrain que nous ressentons comme difficiles et pour lesquelles les lieux du dialogue entre l'institution, qu'est l'éducation nationale, et les élus locaux sont diablement inexistants.